Leur processeur simplifié était en retard sur Intel. Il semblait que la façon de penser d'Intel était la bonne concernant les processus complexes. Pour le marché des ordinateurs de bureau, Apple laissa donc tomber PowerPC. Et oui, c'est vrai, nous allons commencer la transition de PowerPC vers les processeurs Intel. Quand Intel signa l'accord avec Apple en 2005, Apple pensait déjà à la suite des événements. Ils sont allés chez Intel pour voir s'ils pouvaient lancer le prochain iPhone. Ce qui s'est produit à ce moment-là, Intel ne l'oubliera jamais. Paul Otellini, le PDG d'Intel à l'époque, ne pensait pas que cet accord fonctionnerait, car c'était trop éloigné de leurs spécificités. Il pensait qu'Intel ne pourrait pas gagner suffisamment d'argent en fabriquant des puces mobiles pour le nouvel iPhone d'Apple. Les revenus ne couvriraient pas les coûts de la recherche. Il pensait que l'iPhone ne se vendrait pas bien, ce qui était évidemment une grossière erreur. L'iPhone a été lancé en 2007 avec un processeur simplifié ARM. Si le PDG d'Intel, Paul Otellini, avait conclu l'accord, la société aurait eu des actions majeures dans le secteur de l'iPhone. Mais malheureusement pour Intel, Apple est allé de l'avant sans eux. En 2008, Apple signera une licence de design avec ARM afin qu'ils puissent concevoir leur processeur à puce à partir de là. Ils achetèrent également PA Semi, une société dont le fondateur était auparavant spécialisé dans le développement de puces à haute performance. Il s'agit d'une acquisition stratégique majeure pour Apple, qui leur donnera l'expertise et les moyens pour concevoir certaines des meilleures puces ARM, et les mettra sur la voie vers le bouleversement d'Intel et leur processeur x86. En 2012, Apple lance son premier processeur entièrement conçu sur mesure. Il sera baptisé Swift et sera utilisé sur l'iPhone 5. Ce qui contrastait avec les anciennes puces ARM standard qu'ils utilisaient auparavant, c'est que cette nouvelle puce fabriquée par Apple était 2 fois plus rapide que la précédente, même s'il s'agissait d'une puce de première génération. Ses performances étaient impressionnantes par rapport à la concurrence mobile, mais pas assez pour attirer tous les regards. Le véritable choc dans l'industrie a eu lieu l'année suivante, en 2013, avec l'Apple A7 dans l'iPhone 5S. Le choix précoce d'Apple d'adopter un design 64 bits stupéfia tout le monde. Il avait même devancé les équipes de conception d'ARM d'une année, voire plus. Le design 64 bits d'ARM ne verra pas le jour avant la fin des années 2014 avec le Galaxy S4. Le fameux nom que donna Apple au design de sa puce en 2013 est Desktop Class Architecture, un design à la hauteur d'un ordinateur. La plupart des gens pensaient qu'Apple ne faisait que se vanter, mais c'était en réalité un indice caché indiquant la direction que prenait la société. Comme vous le verrez bientôt, leurs nouvelles puces personnalisées rivalisent avec les puces d'ordinateurs de bureau. En 2014, il y avait 50 milliards de puces ARM dans le monde. Pendant ce temps, Apple continuait à vendre plein d'iPhone et à gagner un tas d'argent. Et vous savez ce qu'on peut acheter avec tout cet argent? Une tonne de R&D. Les puces de l'iPhone continuaient à évoluer et à s'améliorer, devenaient plus rapides tout en utilisant moins d'énergie. Fin 2018, avec la puce A12, Apple semblait rattraper son retard sur Intel. Dans ce graphique, les points gris représentent Apple et les carrés bleus Intel. Au cours des 5 dernières années, Intel a réussi à augmenter les performances de son produit phare d'environ 28%. Dans le même temps, Apple a réussi à améliorer sa conception de 300%. Et c'est à partir de là que les choses deviennent très étranges. Les puces Intel en haut de ce graphique, Core i9 10900K, est une puce d'ordinateur de bureau qui utilise 125 watts de puissance, du genre qu'il faut brancher directement sur un mur. Alors que la puce A14 d'Apple de l'iPhone 12, celle qui se trouve en haut à droite, est plus performante que la puce que je viens de mentionner, utilise 5 watts et est alimentée par une batterie de téléphone. Le youtubeur Jonathan Morrison fait un test d'exportation d'un fichier vidéo lourd sur un ordinateur de bureau par rapport à un iPhone 12. Regardez-moi ça, c'est une machine plutôt performante qui a un processeur Intel i9 avec 10 cœurs, et ici j'ai une vidéo de Sony FX9 HDR 10 bits. Je vais commencer et vous allez voir, les 10 cœurs du processeur s'activent et vous devriez commencer à entendre les ventilateurs. En attendant, pendant que ce machin rame, j'ai l'iPhone 12 mini. L'autre est toujours en train de ramer, je vais lancer iMovie, créer un film. La première chose que vous remarquez, c'est le balayage de piste du lecteur. Donc c'est un petit iPhone 12 mini sans ventilateur et c'est fluide. Ce que je vais faire, je vais exporter ça en 4K HDR alors que je n'ai que 20% de batterie. N'oubliez pas que l'autre est toujours en route et il a une bonne avance maintenant. Je l'ai fait avec une batterie à 20% sans ventilateur, alors que ça c'est un iMac bien équipé. L'important à retenir, c'est que la puce de l'iPhone dispose d'une accélération de hardware. On peut dire que c'est une façon plus intelligente de faire les choses. Quoi qu'il en soit, la puce M1 est encore plus rapide. En voyant la vitesse à laquelle la performance de la puce d'Apple s'est améliorée, Apple se devait d'abandonner Intel de toute façon et sa plateforme x86.
Intel mettait tout simplement trop de temps à innover. Ils avaient du mal à suivre l'industrie de la technologie, alors qu'Apple pouvait faire sous-traiter la fabrication de leur ARM personnalisé à d'autres entreprises comme Samsung. Les années d'avance d'Intel en termes de performance des processeurs d'ordinateurs de bureau se sont envolées sous les yeux de tous. En 2019, l'iPad était plus puissant que le MacBook Pro d'Intel de l'année précédente. La rapidité avec laquelle toutes ces avancées se sont produites choque encore les gens en 2020. En résumé, les puces ARM étaient utilisées pour des usages à faible consommation d'énergie, comme dans les téléphones portables. Intel refusa de fabriquer des puces pour l'iPhone, alors Apple décida de le faire eux-mêmes en rachetant une société. Ensuite, avec cette expertise, Apple améliora les puces des téléphones portables jusqu'à ce qu'elles soient comparables à celles des PC. Le moment était venu pour ARM et Apple de s'attaquer aux PC. En novembre 2020, Apple révèle son nouveau processeur qui rivalise avec les ordinateurs. Il s'agit du M1, le premier processeur personnalisé de la société conçu avec un maximum d'efficacité. Il comporte 16 milliards de transistors, soit 35% de plus que le A14, tout comme le nouvel iPhone 12. Comme il est basé sur l'ARM et qu'il partage les mêmes gènes que l'iPhone, le nouveau MacBook peut faire fonctionner les applications iPad et iPhone. Le tout avec des transistors fonctionnant sur 5 nanomètres. Les premiers tests de la puce séduisent déjà la communauté des reviews, consultants techniques sur internet. Il a pulvérisé les tests en affichant 1747 avec cœur simple, ce qui est plus rapide que n'importe quel Mac Intel du monde. Maintenant, Baden veut vraiment dire un mot devant la caméra et donner son avis. Alors j'ai donc un MacBook Pro 2018 de 15 pouces basique. J'ai essayé de jouer à League of Legends, ce n'est pas fluide. Il y a du lag, des chutes d'images par seconde, FPS. Je suis totalement étonné qu'avec une résolution et tout au maximum, on soit à environ 60 FPS. Et tu as une carte graphique dédiée à ça. Oui, j'ai une carte pour ça. Alors que là, on fonctionne sur Rosetta, ce qui n'est pas optimisé pour Apple Silicon. Ce n'est que la vérité, c'est super rapide. Un ami à moi a créé une application en ce moment, plutôt connu d'ailleurs. Il utilise un Macintosh 3950X 16 cœurs, un système vraiment bien équipé pour le développement, on est d'accord. Curieusement, ces appareils M1 arrivent à suivre. L'un de ces appareils n'a même pas de ventilateur. C'est assez dingue, et à ce moment-là, quand j'ai vu les chiffres, je me suis dit, c'est réel. Apple Silicon existe bel et bien. Si en tant qu'entreprise, Apple continue sur cette stratégie de performance, ce sera impressionnant à voir. Voici une citation d'Anantech. Apple affirme que le M1 est le processeur le plus rapide au monde. Compte tenu de nos données sur l'ancien A14 qui a battu tous les designs d'Intel et qui est à peine en dessous de la puce Zen 3 récemment sortie par AMD, nous pouvons certainement croire qu'Apple et le M1 seront en mesure de réaliser cette affirmation. AMD, qui utilise des puces x86, a fait beaucoup de progrès ces derniers temps. Cependant, il sera incroyablement difficile de devancer le rapport puissance-énergie d'Apple. Si les performances d'Apple continuent dans cette direction, la gloire d'antan du x86 pourrait ne jamais revenir. Fin de citation. Quand on prend conscience des fonctions plus étendues de ARM dans le monde, ce n'était plus qu'une question de temps. Le superordinateur le plus rapide au monde, le Fugaku du Japon, est 3 fois plus rapide que celui d'IBM et utilise pourtant le design d'ARM. Argument décisif, ça n'intéresse pas forcément tout le monde d'avoir un ordinateur plus puissant. En revanche, c'est utile pour tout le monde d'avoir plus d'efficacité et de consommer moins d'énergie. Et c'est quelque chose que n'importe qui peut apprécier. Clay Christensen, l'écrivain du livre Innovator Dilemma, le dilemme de l'innovateur, en 1997, affirme que les innovations disruptives, perturbatrices, citées n'impliquent pas de nouvelles technologies, mais plutôt qu'il s'agisse de composants construits autour de technologies ayant fait leurs preuves rassemblés dans un nouveau design, offrant aux consommateurs un ensemble de composants jamais vus auparavant. Il continue en disant « Utilisées à la base uniquement par les consommateurs peu exigeants dans le marché du bas de gamme. Les puces ARM existent donc depuis les années 1980, mais à l'heure actuelle, elles ne sont généralement utilisées que pour les produits bas de gamme comme les smartphones. Par exemple, on a longtemps mis des puces ARM dans les ordinateurs portables. Windows l'a fait pendant des années. En revanche, ce qui est inédit, c'est de disposer d'une puce ARM si puissante qu'elle puisse arriver dans le haut de gamme du marché des ordinateurs grand public. Christensen nous montre un tableau avec les technologies disruptives, perturbatrices, d'il y a 25 ans. Regardez bien, ça ne vous dit rien? Même Steve Jobs avait son mot à dire sur le sujet.
Alors qu'il exprimait sur le lancement de son prochain ordinateur, il a dit que tous les systèmes et designs ont une durée de vie d'environ 10 ans. Au départ, il faut que des gens créent des applications pour le système. Et c'est vers la 5e année que le système atteint son summum. Je cite. Ensuite, c'est la pente descendante. Le design ne s'améliore pas plus que ça. Qu'en est-il de la compatibilité des programmes? Eh bien, d'après les premières études, le processeur est si puissant qu'il a des performances équivalentes ou supérieures lors de l'utilisation d'applications qui n'ont même pas été conçues pour lui. D'après The Verge, il était si performant qu'il ne pouvait même pas dire si les applications en cours d'exécution avaient été codées pour ARM ou non. En conclusion, mis à part l'absence de RAM évolutif, une mise à nouveau très chère et aucun support externe de processeur graphique, GPU, ce qui fait qu'on parle de lui, c'est uniquement le design de la puce. Ce qui prouve que ARM pourrait avoir un avantage indéniable dans le secteur des ordinateurs portables et de bureau. Un avantage qui a pris des décennies à se construire, et je me sens privilégié d'avoir été là pour en être témoin. À compter de maintenant, les choses vont devenir de plus en plus intéressantes, et je ne peux qu'espérer qu'il y aura plus de concurrence à l'avenir. C'est le seul moyen pour que nous, consommateurs, puissions gagner. Mais je trouve étrange de voir que certains s'énervent à ce sujet. Ne pouvons-nous pas simplement profiter des progrès réalisés, au lieu de nous moquer des uns des autres sur nos préférences technologiques? Je suis simplement heureux que la technologie évolue, et qu'il pourrait en résulter de la concurrence. Cet écart dans l'augmentation des performances est le plus grand que nous avons vu depuis de nombreuses années. Et je pense que c'est génial. Cette histoire touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Est-ce que vous êtes impatient de voir les futurs ordinateurs portables avec batterie très longue durée et une puissance de processeur similaire aux ordinateurs de bureau? Ce genre de machine pourrait être moins cher et faire des merveilles pour les étudiants comme pour les professionnels. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne journée!